Avec l'arrivée de Deadpool et Wolverine au cinéma, l'actualité de Wolverine n'a jamais été aussi intense. Et il est probable que certains d'entre vous qui vont voir le film ou qui l'ont déjà vu, souhaitent en savoir plus sur l'histoire de Wolverine. Ce personnage qui est certainement le plus connu et le plus apprécié des mutants de l'univers Marvel, a une histoire très particulière. Bonjour, moi c'est Flavien et sur la chaîne Comics du Prof, je vais revenir avec vous sur l'histoire de Wolverine. Mais ici, on va pas s'intéresser à l'histoire canon de Wolverine. Non, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est tout ce qu'il y a eu autour du personnage, qui l'a créé, comment il est passé de ça à ça, et comment en quelques années il est passé de personnage anecdotique à l'un des personnages les plus vendeurs de la maison des idées. Et si vous êtes vraiment là que pour le lore de Wolverine, eh bien de toute façon on va en parler parce que c'est intimement lié avec ce qui se passe autour du personnage. Mais avant, si ce genre de format te plaît, il y en a d'autres qui vont arriver très bientôt, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche et à me dire en commentaire de quel personnage tu aimerais que je parle dans la prochaine vidéo. Et maintenant, c'est parti. Tout commence en 1974 avec Roy Thomas, éditeur en chef chez Marvel, alors sous les ordres de Stan Lee, l'éditeur en chef de Marvel. Et il faut préciser que Roy Thomas, c'est pas n'importe qui. En tant que second de Stan Lee, il prend la suite de celui-ci sur plusieurs séries, notamment Avengers, et il écrit en parallèle la série à succès Conan. Et c'est donc en tant qu'éditeur qu'il va intervenir sur la création de Wolverine, et vous verrez que ce petit détail aura une importance capitale plus tard. En 1974, chez Marvel, le pourcentage de lecteurs canadiens est compris entre 5 et 10%. Or, à cette époque, Marvel ne compte aucun super-héros canadien, et il compte bien capitaliser un peu plus sur ce marché qui représente quand même un dixième de leur lectorat. Et donc pour tirer un peu plus d'argent de ce marché, Roy Thomas il se dit qu'il va devoir inventer un super-héros canadien. Et il a déjà une idée en tête, il souhaite que ce nouveau personnage porte le nom d'un animal que l'on trouve au Canada. Il hésite alors entre deux animaux, le carcajou, Wolverine en anglais, et une sorte de blaireau, le badger. Son choix va évidemment se porter sur Wolverine, et Roy Thomas explique ce choix par la prononciation de ce nom, qui lui rappelle celui du loup. Wolf. Une fois le nom trouvé, il s'empresse de trouver un scénariste pour écrire l'histoire de ce personnage au plus vite. Il appelle alors Len Wein, scénariste à l'époque du comics Incredible Hulk, et lui demande de l'intégrer le plus vite possible à sa série en lui donnant quelques directives. Le personnage est canadien, il s'appelle Wolverine et comme son animal totem, il doit être petit, sauvage et agressif. Et pendant que Len Wein s'exécute et écrit son histoire sans plus d'intervention de Roy Thomas, ce dernier part chercher John Romita qui est alors le directeur artistique de chez Marvel. Et si vous ne connaissez pas John Romita, sachez juste qu'il s'agit de celui qui a remplacé Steve Ditko sur la série Amazing Spider-Man pour mettre en image les histoires de Stan Lee. Steve Ditko étant au passage le co-créateur du super-héros le plus connu de chez Marvel. Mais pour en revenir à Wolverine, le rôle de John Romita est simplement de lui inventer un costume et de définir son identité graphique. Et à partir de ce moment-là, Roy Thomas a fait son travail sur le personnage de Wolverine et il passe la main aux équipes créatives. John Romita de son côté pour le costume s'appuie sur quelques recherches de Len Wein et commence à définir le personnage. Un costume jaune, noir et bleu, de petites oreilles et des petites moustaches sur le masque. À ce stade de la création, les griffes de Wolverine sont encore de véritables griffes. Cependant, John Romita va opter pour de longues lames rétractibles. Et certes, dans sa première apparition, le personnage ne rentrera jamais ses griffes, mais Romita, réfléchissant à l'aspect pratique de telles griffes si elles ne se rétractaient pas, note cette particularité sur ses croquis. Et en effet, avec de telles griffes, il est difficile de s'imaginer en train de se curer le nez ou simplement d'ouvrir une porte. De son côté, Len Wein finit de définir ce que sera Wolverine. Ses griffes sortent de ses gants et sont en adamantium. Et ainsi, dans leur conception initiale, les griffes de Wolverine ne sont pas l'un de ses pouvoirs mutants. Elles ne sont qu'un gadget. Bon, et d'ailleurs, les pouvoirs mutants, il en a vraiment aucun à ce moment-là. Pas de griffes, pas de pouvoir de régénération et aucun sens surdéveloppé. Cependant, Len Wein insiste bien dans ses croquis qu'il s'agit d'un mutant. De plus, son caractère agressif est bien présent et Len Wein décide d'en faire l'arme X, un agent spécial aux ordres du gouvernement canadien. Et c'est ainsi que dans Incredible Hulk 180, Wolverine apparaît sur la dernière page. Dans le numéro suivant, le 181, il devra s'immiscer dans le duel de géants que se livrent Hulk et le Wendigo, le gouvernement canadien ne voyant pas cet affrontement d'un bon œil. C'est d'ailleurs sur la couverture de ce numéro 181 que Wolverine est annoncé en grande pompe, en tant que premier super-héros canadien. Et oui, car je vous rappelle quand même que le but c'est de fidéliser la clientèle du Canada. Au-delà de ça, on a un numéro assez classique dans lequel Wolverine montre ses talents de combattant et finit par se faire battre par Hulk, le véritable héros de l'histoire. Et son histoire aurait pu s'arrêter là ou continuer en étant un personnage secondaire de l'univers Marvel. Seulement, les X-Men, une équipe de mutants créée dans les années 60 mais qui ont fini par disparaître en 1970, vont être relancés par Marvel 5 ans après l'arrêt de la publication. Len Wein se voit ainsi confier la mission de créer une équipe pour remplacer les X-Men originaux. Bon, je dis remplacer, mais en vérité, Cyclope va rester le chef de cette nouvelle équipe qui est censée conquérir un nouveau public, notamment en dehors des États-Unis. Et pour cela, Marvel choisit de créer une équipe avec des personnages qui s'éloignent de l'archétype de l'homme américain blanc qui est très représenté à l'époque. Ainsi, dans ce numéro, Charles Xavier va recruter Tornade, Colossus, Diablo, le Hurleur, Thunderbird et enfin Wolverine comme vous l'avez deviné.
D'ailleurs, pour les plus observateurs, vous aurez aussi remarqué que le design de notre héros a changé. Et ça, c'est dû à une erreur de Jill Kane, chargé des crayonnés de Giant Size X-Men. Cockrum, le dessinateur de la relance des X-Men, aime cependant beaucoup cette erreur et a décidé de garder le nouveau look. La série est lancée, mais rapidement, très rapidement même, Len Wein laisse sa place à Chris Claremont sur la série. Et si vous ne connaissez pas ce nom, vous allez voir qu'il a une très grande place dans l'histoire des X-Men. Mais au départ, ce n'est pas le cas, c'est même tout le contraire. Dans ces années-là, le dessinateur a une place très particulière chez Marvel. Là où habituellement le scénariste s'occupe du script et de ce qu'il se passe sur chaque page, qu'il envoie au dessinateur une fois fini, chez Marvel, le scénariste envoie des intrigues plus générales, discutées en amont avec le dessinateur, et celui-ci s'occupe de la mise en page pour que le scénariste n'ait plus qu'à mettre les dialogues. Le problème, c'est que de son propre aveu, Dave Cockrum, le dessinateur de la série à cette époque, n'aime pas trop le personnage de Wolverine. Et la raison pour laquelle il ne l'aime pas trop, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Ce qu'il est important de retenir, c'est que dû à ça, Claremont ne va pas trop développer Wolverine, et le cantonner à son rôle de personnage désagréable, qui remet constamment en cause l'autorité et se fâche avec tout le monde. Bon, il y aura une légère amélioration avec le temps, mais elle restera assez minime. Cependant, il y aura deux autres évolutions qui sont, elles, plus notables. La première, c'est que le personnage, pensé comme un jeune homme approchant la vingtaine par Len Wein, va être considérablement vieilli. La seconde, c'est le fait que les griffes de Wolverine font maintenant partie de son corps et sortent directement de ses mains. Claremont trouvant que sans cela, le mutant n'avait pas de pouvoir véritablement représentatif. Et là-dessus, on peut dire qu'il a eu du flair. Les épisodes sont très agréables à lire, l'équipe fonctionne bien, mais Claremont peine à véritablement inclure Wolverine. Il va donc envisager de le retirer de l'équipe. Heureusement, à la même période, Cockrum quitte le titre et est remplacé par John Byrne. Et c'est à partir de ce moment que Wolverine va devenir un personnage de premier plan. En effet, pour John Byrne qui a vécu plus de 20 ans au Canada, il est impensable de retirer Wolverine de l'équipe et va se charger de prendre en main le destin du seul Canadien des X-Men. Ainsi, au fur et à mesure, Wolverine va devenir de plus en plus sociable, n'agressant plus systématiquement ses coéquipiers, les aidant et les appréciant de plus en plus. Il va d'ailleurs même jusqu'à les considérer comme sa famille. Mais au-delà du développement de personnages purs, Wolverine va se trouver à plusieurs reprises au centre de certaines intrigues. Par exemple, il découvrira l'amour au Japon avec Mariko, une femme avec qui il va presque se marier, et les X-Men devront affronter l'Alpha Flight, une équipe de super-héros canadiens qui cherchent à récupérer l'arme X pour le compte de leur gouvernement, qui a investi d'énormes sommes dans le projet. Logan gagne en épaisseur et le personnage devient vivant et très intéressant. Et oui, Logan, car ça y est, après plus d'1 an de publication, on donne enfin un nom autre que celui de Wolverine aux mutants. C'est aussi à cette époque que deux des plus grandes histoires des X-Men vont être écrites. La première, c'est la saga du Phénix Noir, dans laquelle Jean Grey va perdre le contrôle de ses pouvoirs, menacer la galaxie et choisir de se sacrifier pour sauver le monde. Et la seconde, c'est Days of Future Past. Deux épisodes dans lesquels la Kitty du futur va envoyer son esprit dans la Kitty du présent pour prévenir les X-Men d'une menace qui va détruire tous les mutants. Et pour beaucoup de fans des X-Men, le passage de Claremont et de Byrne représente l'âge d'or des comics X-Men. Cependant, peu de temps après ce numéro, John Byrne va quitter le titre car il y a de nombreuses tensions avec Chris Claremont. John Byrne dira même en interview qu'à chaque numéro, il était exaspéré de voir Claremont écrire des dialogues censés modifier ce qu'il avait en tête en dessinant. Car je vous le rappelle, les intrigues étaient décidées en amont, ensemble, John Byrne faisait tous les dessins, et ensuite Chris Claremont ajoutait les dialogues. Et donc pour Byrne, Chris Claremont altérer ce que John Byrne avait en tête au moment où celui-ci écrivait les dialogues. Par conséquent, il décide de quitter le titre X-Men pour aller écrire et dessiner la série Fantastic Four, qui se vend d'ailleurs bien mieux. Car oui, si les X-Men commencent à trouver un public et que les histoires sont très bien accueillies, en termes de vente, ce n'est pas encore ça. Mais ça va très vite changer grâce à Chris Claremont qui va porter la licence X-Men à un tout autre niveau dans les années 80. Du côté de Wolverine, Chris Claremont, qui s'est attaché au personnage, va décider avec Frank Miller, alors dessinateur, d'écrire une mini-série de 4 numéros en 1982, faisant revenir Wolverine au Japon avec pour objectif de le rendre encore plus humain. Pour cela, il va être confronté à sa propre sauvagerie et va devoir apprendre à la museler. Il n'y arrivera jamais vraiment, il le sait, mais il fera tout pour y parvenir. Ah, et dans cette mini-série, il va aller plus loin dans sa relation avec Mariko, avec même un mariage en vue. Celui-ci n'arrivera jamais, mais Logan vient de franchir une étape importante. Il est capable d'aimer et de s'engager. Et à partir de maintenant, on va pouvoir aller un peu plus vite car Wolverine est bien défini et c'est l'un des personnages les plus en vue des X-Men. Entre 1982 et 1990, les X-Men vont connaître une véritable explosion en termes de vente, ce qui conduira Marvel à proposer de nombreuses séries exploitant l'univers mutant. En 1983, c'est la série New Mutant qui ouvre le bal, suivie en 1986 par X-Factor, puis en 1988, Excalibur et surtout Wolverine. C'est ainsi que, propulsé par sa popularité grandissante, Wolverine va avoir le droit à sa propre série solo.
Mais avant ça, il est important de noter que notre mutant va voir sa galerie de vilains grandir, avec l'arrivée de Lady Deathstrike, mais surtout de Dents de Sabre, qui a l'air d'être lié au passé de Logan. Petit détail au passage, à l'époque John Byrne avait proposé une version de Wolverine sans son casque, sans savoir que Dave Cockrum l'avait déjà fait. Et c'est finalement ce design abandonné de John Byrne qui servira pour le personnage de Dents de Sabre. On en revient maintenant à la série Wolverine qui débute en 1988. Ici le ton est différent de ce que l'on peut retrouver dans la série X-Men, et Chris Claremont va chercher à se rapprocher d'une ambiance d'espionnage et d'aventure, laissant ensuite la main à Peter David à partir de juillet 1989. Seulement vers la fin des années 80, le succès n'est plus aussi fort, et Marvel ne compte pas laisser la licence X-Men sans surveillance. Ils vont donc imposer à Chris Claremont un dessinateur star, en la personne de Jim Lee. Celui-ci l'assistera au scénario, et ses ingérences vont d'ailleurs beaucoup agacer Chris Claremont. Arrive alors l'année 1991 qui va être charnière pour les mutants, et donc pour Wolverine. D'ailleurs, cela commence dès le début de l'année avec la sortie de Marvel Comics Présente numéro 72. Dans celui-ci, Barry Windsor Smith va commencer un récit qui va revenir sur les origines de Wolverine et plus particulièrement sur le projet Arme X. Dans ce récit, on apprend que le projet Arme X avait pour objectif premier de créer un soldat invincible, dépourvu de son libre arbitre et qui pourrait être contrôlé à distance. C'est au cours de ce programme que Wolverine va se voir attribuer son squelette et ses griffes en adamantium. Malheureusement pour les scientifiques de ce programme, Logan va réussir à s'enfuir en détruisant une grande partie du laboratoire. Un récit très sanglant et qui va devenir l'origine canon de Wolverine. Le passé de Wolverine vient de perdre une partie de son aura mystérieuse et ce n'est que le début. Et oui, car dans les années qui vont suivre, le programme Arme X va être exploité en long et en large dans des histoires plus ou moins inspirées mais qui ne viendront pas modifier le personnage tant que ça. En fait, ça va surtout servir d'excuse pour inventer de nouveaux vilains et pour créer un pic de vente en se reposant sur l'aura mystérieuse du passé de Logan. De son côté, Chris Claremont, qui avait une autre histoire en tête pour les origines de Wolverine, le prend assez mal. Le contrôle créatif des X-Men lui échappe et la situation ne va pas s'arranger. En octobre 1991, une nouvelle série X-Men est lancée en grande pompe par Marvel avec Chris Claremont au scénario et Jim Lee au dessin. Ici, pas moins de 5 couvertures différentes sont vendues. 4 qui mises bout à bout forment une frise, et la 5e qui est une couverture collector à rabat reprenant cette frise. L'engouement est présent, on est en pleine bulle spéculative sur le marché des comics, et les ventes explosent. X-Men 1 est toujours actuellement le comic books le plus vendu, et il y a peu de chances qu'il se fasse dépasser. Claremont écrira une histoire grandiose sur les 3 premiers numéros de cette série, en faisant revenir Magneto, mais il quittera ensuite la série, et les titres X-Men en général. Pourquoi ? Eh bien car dans les numéros 4 à 7, il est prévu de faire une histoire revenant sur le passé de Logan et de Dents de Sabre, mais Claremont s'y oppose. À force de débat, il claque la porte et s'en va. Du côté de la série Wolverine, c'est Larry Hama qui va permettre à la série de ne pas s'arrêter et va proposer un run qui va rentrer dans l'histoire du personnage. Et à partir de là, le personnage va peu évoluer pour ce qui est de sa caractérisation et de son développement de personnage. Il va en fait surtout subir de nombreuses péripéties. Donc, en gros, Mariko va mourir, Magneto va lui arracher son adamantium, suite à cela il va commencer à régresser à un état sauvage, il se mariera à Vipère sous la contrainte, deviendra un des cavaliers d'Apocalypse, mort en l'occurrence, avant de se libérer de l'influence du méchant, il va tuer Magneto, il va tuer Xorn, Jean Grey va mourir sous ses yeux, ce qui va beaucoup l'affecter, il va être contrôlé par l'Hydra, se libérer et fera un véritable massacre pour se venger, les Avengers vont l'accueillir dans l'une des meilleures périodes des Avengers, dans House of M qui est une réalité alternative créée par Wanda Maximoff, il sera l'un des seuls à se souvenir de la véritable réalité, puis dans Civil War, il va retrouver le super vilain à l'origine du conflit, pour rejoindre ensuite les rangs de Captain America. Il va devenir père, diriger la X-Force pour protéger les mutants en faisant ce que les X-Men ne feraient pas, et enfin, il va devoir s'opposer à Cyclope. Et je vais m'arrêter là car là on va arriver à une période charnière dans l'histoire de Wolverine. En effet, son opposition avec Cyclope va le mener à l'un des plus gros changements qu'on a eu ces dernières années. Mais avant, petit retour en arrière pour parler de quelques projets qui ont eu lieu autour de Wolverine et qui sont importants à noter. Le premier arrive en 2001 avec Wolverine Origins qui nous présente les origines de Wolverine. Dans ce récit, on développe le passé de celui-ci avant le projet Arme X, de quelle manière il est lié à Dents de Sabre et d'autres détails finalement assez peu importants. Le deuxième, c'est Old Man Logan, sorti en 2008 et qui nous présente un univers dans lequel les vilains ont vaincu les héros et où Wolverine ne combat plus, après avoir tué tous les X-Men sous l'influence de Mysterio. Seulement, un événement va lui faire ressortir les griffes une dernière fois. Un récit qui va devenir incontournable pour qui s'intéresse de près ou de loin à Wolverine. Enfin, à partir de 2000, c'est également le début d'une longue liste de films estampillés X-Men ou Wolverine, dans lesquels le héros de cette vidéo sera incarné par Hugh Jackman. Alors, à l'origine, lors des auditions, Hugh Jackman parut trop gentil et ne fut pas retenu, la production lui préférant Doug Gray Scott qui tournait alors Mission Impossible 2.
Seulement sur ce tournage, il subit un accident de moto, ce qui contraint la production à rappeler Hugh Jackman. Celui-ci incarnera le rôle à la perfection et contribuera à asseoir Wolverine comme l'un des mutants les plus connus, et surtout les plus vendeurs. Il participe d'ailleurs à presque tous les films X-Men, même si pour certains il n'est qu'un caméo, et il a eu également le droit à 3 films solo. Bon, seul le dernier, Logan, qui s'inspire de Old Man Logan, a eu un bon retour critique, mais ça démontre bien la popularité du personnage. Et je vais pas développer plus pour les films, je pourrais faire une vidéo à part entière sur le sujet si jamais ça vous intéresse, mais là il est temps de revenir à la prochaine grosse évolution que Wolverine va subir. Les mutants, qui ont frôlé la disparition lors de l'event House of M, sont maintenant en voie de disparition, car certains mutants n'ont plus leur pouvoir, et plus aucun nouveau mutant ne naît ou ne se déclare. Le gène X, à l'origine des mutations, ne se manifeste plus. Seulement en 2008, un mutant va de nouveau naître, ce qui va entraîner tout un tas de complications qui ont contribué à accroître la haine envers les mutants et surtout à forcer Scott Summers, le chef des X-Men, à prendre des décisions de plus en plus difficiles. Le tout dans le but que son peuple, les mutants, survivent alors qu'ils commencent à renaître de leurs cendres. Tout ceci va amener Scott à changer et dans l'événement Schisme, Wolverine va venir s'opposer à ces décisions de plus en plus violemment, finissant même par déclencher un combat entre les deux hommes. À la suite de cet affrontement, Wolverine, qui refuse que des adolescents soient envoyés au combat, va retourner au manoir du professeur Xavier et le renommer École Jean Grey pour jeunes mutants. Ici, il est intéressant de noter que Cyclope agit de manière froide et pragmatique, tel un général sur un champ de bataille, là où Wolverine reste animé de cette volonté des X-Men de protéger les innocents de la cruauté du monde extérieur. Un changement qui va d'ailleurs donner naissance à la série Wolverine and the X-Men, dans laquelle Wolverine sera le directeur de l'école et devra, avec d'autres X-Men, former la jeune génération. Un rôle totalement nouveau pour lui. Mais encore une fois, Marvel veut capitaliser sur ces grosses séries et va donc lancer l'événement Avengers vs X-Men. Un événement très moyen qui va juste servir à justifier une nouvelle ère éditoriale chez Marvel. Dans celle-ci, Wolverine intégrera les Uncanny Avengers, qui est une équipe qui a pour but de montrer un exemple d'entente entre les mutants et les humains. Par la suite, Wolverine va mourir recouvert d'adamantium, et Marvel est bien embêtée car elle ne peut pas laisser un personnage aussi vendeur de côté, mais il va être difficile de le ramener trop rapidement sans diminuer l'impact des morts dans leur publication. Bon, même si en vrai il n'y a plus aucun lecteur qui croit vraiment aux morts des personnages dans les comics. Mais du coup, Marvel a une idée géniale. Ils vont utiliser le Old Man Logan pour le remplacer grâce à une pirouette scénaristique. Celui-ci va rester quelques années dans le monde Marvel classique, vivre quelques aventures, puis repartira lorsque Logan sera ressuscité. Et après 2 ou 3 histoires anecdotiques, une nouvelle ère va débuter pour les X-Men. Et pour le coup, je n'exagère pas en diminuant l'intérêt de ces séries, parce qu'en fait la nouvelle ère elle est prévue depuis un moment, on va faire revenir Jonathan Hickman, un scénariste assez vendeur, et du coup toutes les histoires qui ont lieu avant, en fait sont juste là pour boucher un trou éditorial. Et cette nouvelle ère, c'est l'ère Krakoa. Le scénariste Jonathan Hickman va décider de bouleverser le statu quo des mutants, en créant une nation mutante qui réunit à la fois les gentils mutants et les méchants. Il va aussi créer un protocole de résurrection basé sur 5 mutants, ce qui rend tous les mutants immortels. Un vrai tournant dans l'univers des mutants, et cette ère va durer plusieurs années, apportant un bon nombre de changements dans l'univers des mutants. Seulement, Wolverine va être assez peu affecté par ces différents changements, hormis le fait qu'il puisse ressusciter, mais pour le reste, au niveau du développement de personnage, il reste tel qu'il est. Car en effet, Marvel est maintenant contre les changements de statu quo, et chaque nouveauté doit se fondre dans l'idée que l'on se fait d'un personnage, ou alors doit disparaître rapidement. Et c'est pourquoi Wolverine n'évolue plus et reste coincé dans ce rôle de X-Man violent, bougon et bourru, mais qui possède une loyauté sans faille, un grand cœur, et qui est prêt à se sacrifier pour une cause qu'il estime juste. Mais alors de quoi est fait le futur de Wolverine? Bien avant de répondre à cette question, j'ai envie de vous partager une dernière actualité liée aux origines de Wolverine. Tout part du fait que la veuve de Len Wein, le scénariste qui a créé Wolverine, a reçu un appel lui indiquant qu'en plus de son défunt mari et de Herb Trimpe, le dessinateur, le nom de Roy Thomas venait d'être ajouté à la liste des co-créateurs. Pour la veuve de Len Wein, cela porte préjudice à l'héritage de son mari et vient diluer le mérite qu'il a en tant que créateur de comics. Et puis il est aussi important de noter que les créateurs de personnages de chez Marvel n'ont aucun droit dessus et ne touche rien de tout ce que ces personnages rapportent. À titre d'exemple, Brian Michael Bendis, créateur du Soldat de l'Hiver, a touché plus grâce à un caméo dans le film qu'avec ce que Marvel lui a donné en tant que créateur du personnage adapté à l'écran. Car oui, je n'ai dit que les créateurs ne touchaient rien, mais lorsque leurs personnages sont adaptés au cinéma, ils ont quand même une petite enveloppe. Et chez Marvel, on a même des échos qui disent que cette enveloppe
est partagée entre les co-créateurs. Et donc si cette information est vraie, ça veut dire que maintenant, cette enveloppe ne sera plus partagée entre 2 co-créateurs, mais entre 3 co-créateurs. Mais est-ce si problématique? Après tout, Roy Thomas, c'est lui qui a eu l'idée d'inventer le personnage de Wolverine. C'est lui qui a trouvé le nom et c'est lui qui a trouvé le fait qu'il était petit et canadien. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Il faut savoir que Roy Thomas est éditeur à cette époque, et que ce genre de demande n'était pas rare, et qu'il faisait partie du travail d'éditeur. Le rôle de l'éditeur est d'aider et d'orienter les créatifs. Il est rémunéré par l'entreprise de manière salariée et n'est donc pas dans la vaste majorité des cas crédité, car il n'est pas le créatif. Imaginez par exemple que certains des personnages de Dragon Ball ne soient plus seulement des créations d'Akira Toriyama, mais des co-créations d'Akira Toriyama et de son éditeur, car l'éditeur aurait apporté quelques petites idées à Akira Toriyama. Cela semble impensable pour les mangas ou pour la BD comme Astérix par exemple, et bien pour les comics, c'est en train de changer avec cet exemple. D'ailleurs, beaucoup de noms connus se sont insurgés de cette appropriation de co-création. Et certains de ces grands noms ont même souligné que cela intervenait peu de temps après la mort des autres parties impliquées dans la création de Wolverine. Manœuvre volontaire pour n'être confronté à aucune contestation ou mauvais timing, je vous laisse juger. Mais maintenant, admettons qu'un éditeur qui a eu l'idée d'inventer un personnage puisse réclamer les droits de co-création. Roy Thomas est-il véritablement à l'origine du nom de Wolverine? Eh bien, il y a des éléments qui permettent de douter un tout petit peu de cette version des faits. Dave Cockrum, alors chez DC, propose une équipe d'antagonistes pour la Légion des super-héros, dessine une planche, mais celle-ci n'est pas retenue. C'est pourquoi, en arrivant chez Marvel un peu plus tard, il proposera ces personnages, parmi d'autres, à Roy Thomas pour les intégrer à l'univers Marvel. Aucun n'est retenu, mais parmi eux, il y en a un qui peut nous intéresser. Celui-ci a l'aspect animal et qui agit avec agressivité d'après les descriptions de Dave Cockrum, est le frère d'une vampire appelée Wolverine. C'est pourquoi lorsque quelques temps plus tard Roy Thomas vient commander à Len Wein un personnage canadien du nom de Wolverine, Dave Cockrum aura un peu en travers de la gorge et n'arrivera pas à apprécier le personnage lorsqu'il le dessinera pour la série X-Men. En tous les cas, Roy Thomas sera crédité dans le film Deadpool et Wolverine qui devrait être le dernier de Hugh Jackman dans le rôle, laissant par la suite sa place à un nouvel acteur pour l'arrivée des X-Men dans le MCU. Une page se tourne au cinéma mais aussi dans les comics, avec l'arrivée de l'ère From the Ashes dans laquelle Wolverine sera, encore une fois, de la partie. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que Wolverine, de personnage secondaire, a su gagner petit à petit le cœur des lecteurs et des scénaristes grâce à un développement qui s'est fait sur le long terme. Il a ainsi acquis une profondeur, faisant de lui un personnage fascinant à suivre et à voir évoluer dans si différentes itérations. J'espère que les scénaristes qui vont passer sur le personnage dans les comics ou dans les films vont continuer à nous faire rêver. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je t'invite encore une fois à t'abonner, à liker et à mettre un commentaire pour me dire de quel personnage tu aimerais que je traite l'histoire dans la prochaine vidéo. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.